La team, ça monte en puissance avec le Mali. Je vais vous montrer ici, premièrement, une photo qu'on ne vous montre pas. Mais cette photo vous explique la véritable situation du Mali actuellement. Parce que selon France 24, selon certains médias français, depuis que le gouvernement d'Assimi Goïta est en place, le Mali ne fait que descendre. Et pourtant, ce n'est pas la vérité. Vous allez voir actuellement les dernières informations qui viennent. Avant 2012, avant que la France n'arrive, le cas du Mali était grave. Ce qui se passait là-bas était extrêmement dangereux et les morts étaient incomptables. Mais quand la France est venue, cela s'est encore multiplié. C'est devenu encore plus grave. Mais seulement à l'arrivée du gouvernement de la transition, ce cas-là a vraiment changé. Et vous allez voir que les zones rouges sont devenues des zones blanches. Sur la photo que je vais vous déposer ici, regardez vous-même, vous pouvez faire vos propres impressions. Mais cette photo-ci détermine déjà et explique à suffisance les réalités de la situation du Mali aujourd'hui, avant l'arrivée de la France et pendant que la France était là. Bon, quel est votre propre choix? Vous n'avez pas besoin d'être un savant, vous n'avez pas besoin d'être un universitaire pour comprendre ici que le cas du Mali aujourd'hui est mieux porté par le gouvernement de transition. Mais une seule explication à comprendre, c'est que les Maliens sont les seuls qui peuvent vraiment se sortir des problèmes. Aucune personne ne peut aimer votre pays plus que vous-même. Voilà pourquoi ceux qui sont là aujourd'hui en tant que militaires, qui sont morts avant l'arrivée de la France, qui sont morts alors que la France était là, savent ce qu'il faut faire pour gagner totalement l'étendue de leur territoire. Assimi Goïta l'a dit de manière claire. Il a dit qu'il a vu les Maliens mourir et de fois qu'il fallait intervenir. Alors qu'on savait que tous les armes étaient dans la base militaire française, des avions qui pouvaient aider, des radars et tout, le gouvernement français refusait de manière catégorique de donner ce vrai matériel-là à l'armée malienne pour qu'elle parte intervenir. Ce qui signifie que le gouvernement français, malgré qu'ils étaient sur le territoire, ils savaient où se trouvaient les terroristes, mais n'ont jamais voulu les combattre. Mais aujourd'hui, les frappes sont de plus en plus belles et on framponne à tout va partout. Kidal, même tous les terroristes qui étaient à Kidal sont aujourd'hui en train de prendre la poudre d'escampette. Eux-mêmes sont en train de demander un moyen de négociation. Un moyen de négociation. C'est eux-mêmes qui disent aujourd'hui que le gouvernement du Mali est en train de gagner du temps. Oui, parce que la force est en train de changer de camp. Le président Ibrahim Traoré au Burkina l'avait dit, il y a des choses qu'on ne négocie pas. Et la paix dans un pays, ça ne se négocie pas. Des personnes qui veulent diviser le pays en deux, qui veulent détruire le pays sans de véritables raisons. Parce que s'ils veulent détruire le pays pour un problème de faim, alors qu'on fait tomber un gouvernement et qu'un nouveau gouvernement de transition arrive et a besoin de réorganiser le pays, il serait quand même judicieux pour eux de venir écouter le nouveau gouvernement et de se mettre à la disposition pour les changements que eux aussi demandent, les changements qui ont fait à ce qu'ils prennent des armes. Mais si, peu importe le gouvernement qui arrive, vous restez dans votre même position, ça veut dire que vous avez vraiment un problème particulier, vous voulez vraiment diviser le pays. Et à ce moment-là, il ne faut pas négocier avec ce genre de personnes, il faut les frapper fort. Là, je vais vous mettre ici une vidéo de Cheikh Oumar Keïta qui vous parle non seulement de la situation du Mali, mais aussi de la situation du Niger avec la tentative d'évasion de M. Mohamed Bazoum, qui a raté bien évidemment, et qu'aujourd'hui sa détention sera encore plus pire que précédemment. La team, regardons. Donc on va relancer, voilà. On va... Bon, Dieu merci, on est revenu en plein dans le mille au niveau de YouTube. Donc on va continuer. YouTube, ceci sera la deuxième partie. Avec Facebook, on continue. Alors, je le disais que la tentative d'évasion de Bazoum a été savamment bien réfléchie, bien préparée par les forces obscures, par les forces des ténèbres, par les puissances maléfiques et sataniques, ceux qui veulent voir le Mali, le Burkina, le Niger fléchir le genou et aller demander pardon à la France. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Certains le savent, mais pas tout le monde. Paix à son âme, quand le président ATT vivait encore, il était encore président. Lorsqu'il y a eu ce rapprochement Bamako-Tripoli, ce rapprochement entre le général
ATT et le guide libyen Muammar Kadhafi, Sarkozy a ouvertement menacé de frapper le Mali et de faire regretter au président ATT le fait qu'il se soit lié d'amitié avec Muammar Kadhafi, alors que la France elle-même a une ambassade en Libye. La France elle-même, le même Kadhafi, a eu sa campagne présidentielle qui a été financée par Muammar Kadhafi. Vous voyez un peu ce qui est incongru dans cette relation France-Afrique. Vous voyez la malhonnêteté, la perfidie, l'irresponsabilité, l'inconscience à tous les niveaux. On a menacé le Mali, le président d'un État souverain, dit indépendant, un État dit souverain, un petit État voyou qui ne saurait exister en dehors de nos ressources naturelles, menace un président souverain de renoncer à cette amitié-là avec la Libye. Parce que la Libye s'était engagée à réformer l'armée malienne, à équiper l'armée malienne, à financer une grande partie du développement des infrastructures dans le nord du Mali. Le gouvernorat de Tombouctou, de Gao, là, je ne sais pas si c'est Tombouctou, Gao, le gouvernorat, là, mais c'était la maison que Kadhafi construisait cette maison pour lui-même. Parce que Kadhafi aimait bien, vous savez, Kadhafi, il a toujours aimé le désert, le Sahel, tout ça, et il aimait bien le nord du Mali. La raison pour laquelle le Mali a été déstabilisé, c'est parce que le président ATT a refusé. Et à cette époque, la manipulation de l'information était très facile. On a manipulé les gens. On a fait croire à certains militaires maliens que ATT était de connivence avec les rebelles, les mouvements rebelles. Voilà les contestations, les épouses des militaires, les crimes qui ont été commis. Mais les Maliens n'ont pas compris que ATT ne pouvait rien, puisque celui qui était, si vous voulez, un verrou entre les terroristes et le nord du Mali, entre l'immigration clandestine et l'Europe, c'était Muammar Kadhafi. Mais Sarkozy était prêt à prendre le risque de mettre en péril toute la sécurité de l'Europe. Aujourd'hui, normalement, l'Italie devrait porter plainte contre la France par rapport à Sarkozy. C'est pourquoi l'Italie ne manque pas d'occasion. Chaque fois que l'opportunité est donnée à un responsable italien, ils descendent de la France. Ils insultent la France. Ils dénigrent la France. Parce qu'ils savent le rôle que la France a joué dans la déstabilisation de la Libye et du Sahel. Ce qui explique ce débarquement massif d'immigrants clandestins aux portes de la Libye. Alors, donc, voilà un pays qui prétend être venu nous aider. Mais quand Macron ouvre sa sale gueule, on dirait WC cassé là, et puis il parle, il oublie que Sarkozy a menacé un président, le président du Mali. Sarkozy l'a menacé. Et je ne suis pas en train de vous raconter quelque chose que j'ai entendu dans les rues, je vous en prie. Je vous en prie. J'ai des connexions infiltrées. Infiltrer, ce n'est pas l'expression, mais des connexions jusque au palais. Quand ATT était encore vivant, il était président. Je vous jure que je suis au courant de cette affaire. Je la maîtrise et je la connais. Je la maîtrise et je la connais. Puisque ATT lui-même aurait confessé, dire que voilà ce que Sarkozy demande. Lui ne le fera pas parce qu'il ne lui reste que 3 mois de pouvoir ou 2 mois de pouvoir. Il ne le fera pas. Des gens proches lui ont dit, ça ne te coûte rien de le faire. Il dit, il ne le fera pas. Il ne l'a pas fait, il a payé le prix. Donc, que la France vienne nous raconter sa vie de misère, là, nous on sait. Peut-être beaucoup de gens ne sont pas au courant de cette affaire, mais nous savons. J'ai ces informations. Donc, je vous en prie, qu'on ne nous raconte pas des conneries. Alors donc, la tentative d'évasion ratée de Bazoum
avait une relation directe avec les déclarations de la bornée, de première ministre, la stupide coloniale et le corned-bœuf de mauvais goût. Donc, ces trois merdes appelées ministres, c'est eux-là qui sont allés préparer le Sénat, l'opinion française, l'opinion internationale, de ce que maintenant, que comme la France, le père de l'Afrique, la mère de l'Afrique, la France, créateur de l'Afrique, la France qui détient notre souffle de vie, la France qui est même au-dessus même, selon eux, il n'y a même pas, pour eux là, Dieu, ça dit que Dieu n'a rien à voir dans notre vie. C'est la France qui est notre père, notre mère, c'est la France qui est tout. Donc cette France de merde a préparé le terrain, puisque Dieu, le puissant Manitou, Dieu, la France a parlé, tout s'affroulait. Donc ils se disent que c'est eux là. Maintenant, Dieu leur a montré une petite chose. Vous avez la gueule pour parler, j'ai le pouvoir d'agir. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, les gens sont libres de manipuler leurs lèvres et faire sortir toutes sortes d'inepties, de bêtises qu'ils veulent. Cela ne nous effraie pas. Cela ne nous engage pas. Ils ont préparé l'évasion de Bazoum minutieusement, méticuleusement, au millimètre près, au centimètre près, à la seconde près. Dieu a dit, finissez de faire ce que vous avez à faire, et moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je ferai ce que j'ai à faire avec mon peuple au Niger. Au moment où Bazoum croyait que tout était bien fait, il croyait, Bazoum se voyait déjà au Nigeria, ordonner des frappes sur le Niger. Dieu a écourté la joie de Bazoum. Je vous l'ai dit la dernière fois, le film Game of Thrones, le nain qui dit à sa sœur, la reine-mère, le jour où tu ne t'attendras point, où tu seras heureuse, tu auras oublié, je vais transformer ta joie en cendre dans ta bouche. C'est ce que Dieu a fait à Bazoum. Au moment où Bazoum était dans la joie, dans l'effervescence qu'il était en train de partir, Dieu a transformé la joie de Bazoum en cendre dans la bouche de Bazoum et l'a ramené encore à la case de départ. Et cette fois-ci, ces conditions de détention n'auront rien à voir avec les premières. Tyrion, merci beaucoup. Tyrion, merci beaucoup pour le nom. Le nain. Il dit, je vais transformer ta joie en cendre dans ta bouche. C'est ce que Dieu a fait avec Bazoum. C'est ce que Dieu a fait avec Macron. C'est ce que Dieu a fait avec Alassane Ouattara. Tous ceux qui croyaient déjà que c'était fini. Dieu prend Bazoum et puis le ramène à la case de départ. Je vous en prie, écoutez. Donc, l'affaire Bazoum. Les armes de guerre déversées dans la sous-région. Il y aura des attaques massives. C'est pourquoi, une fois de plus, je dis au peuple du Niger, j'interpelle le Premier ministre Lamine Zen, le président Tiani, le CNSP. Vous avez des armes en France, mais vous oubliez une chose. Quelqu'un a dit ça hier dans mon intervention, il a parlé de GPS dans les armes. Les armes que vous avez au Niger, je le répète, et cela vaut mieux pour le Mali et le Burkina. Les armes dont dispose l'armée du Niger, je demande au Niger de demander à la Russie de venir inspecter les armes par rapport au système de localisation, géolocalisation. Je vais être clair avec vous. Toutes les armes que l'Occident vend, je dis bien l'Occident, je n'ai pas dit les pays fabricateurs ou les pays qui vendent ou qui... Non, non. La Chine ne fait pas ça, la Russie ne fait pas ça, le Brésil ne fait pas, l'Afrique du Sud ne fait pas.
l'Iran ne fait pas, la Turquie ne fait pas. Ce sont les États-Unis, les Français, les Anglais, les Allemands, les Italiens, en un mot, un certain nombre de pays. C'est eux qui mettent des systèmes de géolocalisation dans nos armes. Donc nos armes sont géolocalisables. Si vous voyez qu'aujourd'hui, les terroristes arrivent à frapper les militaires du Niger, et que le Niger se contente seulement de produire des communiqués et puis de condamner cela et dire que la France est responsable. Mais je vais dire au Niger d'aller beaucoup plus loin. Arrêtez les communiqués d'accusation là, non? C'est bien. Mais demandez à des experts russes, à des experts iraniens, à des experts peut-être chinois ou turcs de venir inspecter les armes que vous avez. Les armes que la France vous a laissées, les armes que l'Union européenne vous a données. Tous les véhicules, il faut les passer au peigne fait. Les véhicules là ont des systèmes de géolocalisation et que la France a ces systèmes-là. Mais comment le Niger ne peut pas comprendre que les armes qu'elle utilise aujourd'hui sont des armes qui ont été fournies, données par les États-Unis, l'Union européenne, et que toutes ces armes sont géolocalisables. Même si vous allez dans un bunker, on va vous localiser dans le bunker. Alors, vous êtes surpris que les terroristes vous attaquent comment? Général Tiani, à cause de Dieu, envoyez ma vidéo là à la présidence. Envoyez ma vidéo là chez le Premier ministre ou le ministre des Armées. Envoyez ça là-bas. Nous, on a compris. Le jour où on dit Alassane Ouattara a libéré des armes pour donner au Burkina. Je vous ai dit ce jour-là qu'Alassane Ouattara n'a jamais donné des armes au Burkina. Alassane Ouattara n'a jamais fait de don au Burkina. Mais aujourd'hui, la vérité est sortie. Keïta ne crache pas dans une assiette et puis il va manger encore dans cette assiette. Quand Keïta crache dans une assiette, Keïta, parce qu'il est le digne fils et l'héritier direct de Soundiata Keïta, un sang qui n'est pas sale, qui est propre 100%. Quand je crache dans une affaire, wallahi billahi, jusqu'à la fin du monde, je ne marcherai pas dedans. Parce qu'avant de cracher, j'ai longtemps réfléchi. Et Dieu m'a suffisamment éclairé. Et quand je prends une décision, elle est définitive. J'ai dit Alassane Ouattara n'a jamais donné d'armes. On ne m'a pas occupé. Il y en a qui ont dit, oh, Ouattara, Ouattara. Je dis, arrêtez de vous pervertir l'esprit. Ouattara n'a rien donné. La vérité est sortie tout récemment. J'ai reçu Keïta dans la révélation, quel que soit le temps que la vérité va prendre, elle va parler un jour. Aujourd'hui, là, les armes qu'on prétend, on dit que c'est Ouattara qui a donné. Ces armes-là, c'est pas à Sendou qui l'a envoyé. Ces armes-là, son problème avec Ibrahim est venu d'où? Ibrahim dit les armes ne vont pas les protéger Sendou. Parce que Ouattara dit il faut envoyer les armes pour protéger. C'est maintenant qu'il se rappelle que lui vient de Sendou. Ces armes ont été données à la chose. On dit il faut donner ça à Sendou. Ce n'est pas au Burkina que les armes ont été données. La vérité est sortie. La télévision burkinabé allait faire même une couverture. Tout ce qu'ils ont donné à Sendou, ce sont les motos qu'ils ont donné à Sendou. Mais les armes lourdes qu'il envoie, le Burkina a bloqué ça. Ibrahim a bloqué. Il dit on a besoin de ça. On ne va pas envoyer ça pour protéger un village ou un canton. Mais ce jour-là, quand on disait que Ouattara n'a pas... Oh, Ouattara a donné... Et puis ce vieux criminel menteur, irresponsable, il s'assoit et puis se cache derrière ce mensonge que les réseaux sociaux avaient bien préparé pour lui. Comment on peut être aussi malhonnête à 82 ans? Comment on peut être aussi malhonnête après avoir vu, selon lui, la Mecque? Je ne sais même pas s'il a vu la Kaaba même. Comment on peut être malhonnête comme ça? Dit non, les armes que j'ai données, c'est par rapport à Sendou. Mais s'ils sont et puis ils disent ça, attention, la Côte d'Ivoire va le flinguer. Les Ivoiriens vont le flinguer. Donc, comme il envoyait des armes à Sendou, ils ont payé les jeunes gens qu'ils manipulent sur les réseaux. On leur a donné un petit quelque chose comme ça là. Et puis, paf, eux aussi, ils ont commencé à raconter des conneries. Mais après, le Burkina a dit la vérité. Ouattara n'a pas donné d'armes au Burkina Faso. Les armes ont été données à son village Sendou, qu'il refuse, qu'il rejette, qu'il ne devait même pas reconnaître. Au lieu d'envoyer les armes à Sendou, pourquoi tu ne vas pas construire une maison à Sendou? Au lieu d'envoyer les armes à Sendou, pourquoi tu ne vas pas construire quelque chose à Sendou pour que les jeunes de Sendou puissent se défendre avec? C'est les armes. Donc, vous voyez un vieux de 82 ans. Le développement de Sendou, c'est son dernier souci. Développer les infrastructures économiques pour donner du travail à la jeunesse de Sendou. Sendou où son père était chef de canton. Je dis bien, le père d'Alassane Ouattara était chef de canton à Sendou.
chef de village, chef de canton. Mais lui, il dit royauté, c'est faux, c'est pas roi, c'était chef de canton. Hein? Mais c'est les armes qu'il leur donne. Au lieu de leur donner des usines, il leur donne des armes. Au lieu de leur donner du travail, il leur donne des armes. Ça, c'est Alassane Ouattara. C'est pourquoi quand je regarde les petits Ivoiriens, surtout il y a un gars là même là, vous le regardez même là, c'est la laideur par excellence, c'est la malédiction personnifiée et personnalisée. Il va s'asseoir sur NC, c'est lui. Il n'a pas 2 sujets, il n'a pas 3 sujets. Il est aussi idiot qu'Alain Lobognon. Ils passent leur vie minable, pitoyable et regrettable que à insulter Assimi Goïta et le capitaine Traoré. Alain Lobognon, un maudit comme ça là, qui a pris les armes contre la Côte d'Ivoire, qui a été éjecté, qui a trahi Sorodium, qui a trahi ses convictions. Aujourd'hui, il est obligé de dire des bêtises pour que Ouattara l'appelle à côté de lui. Et ce petit maudit qui va s'asseoir sur NCI, là, il faut le laisser parler. Nous, on n'a pas son temps. Le terrain nous dit la vérité. Le terrain dit qui a tort, qui a raison. Si c'est lui qui a raison, on le saura. Si c'est nous qui avons raison, on le saura. Alors donc, voilà ce qu'il prépare contre le Niger. Mais Dieu dit, faites pour vous, je fais pour moi. Ils échouent. Donc la tentative d'évasion de Bazoum devient un échec pathétique, pitoyable. Alors, je demande une fois de plus au CNSP, les armes que vous avez, les armes que les soldats nigériens sont en train d'utiliser sur le terrain, les armes là sont minées. Ça veut dire quoi? Les armes là ont des coordonnées géolocalisables. Toutes les armes que vous avez au Niger ont des coordonnées GPS. Est-ce que le général ne peut pas comprendre ça? Quand on a demandé, même les armes qu'Alassane Ouattara a envoyées à Sendou et que le capitaine a bloqué, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit au capitaine, hey, passez toutes les armes là au peigne fait. Faites passer, démonter et puis vérifier. Ils ont tout démonté de A à Z, même les véhicules. Tout ce qu'il y avait comme système de géolocalisation dans les véhicules, ils ont tout enlevé. Tout. Aujourd'hui, on ne peut pas tomber sur le Burkina. Au Mali, quel système géolocalisable vous avez sur l'armée? Vous n'en avez pas. Mais au Niger, pourquoi on va toujours frapper les militaires dans leur position? Parce qu'ils ont des armes géolocalisables et que la France donne ces informations aux terroristes. Est-ce que ça, c'est compliqué à comprendre, général? Mettez tous ces armes-là à côté, commandez de nouvelles armes avec la Russie, le temps de régler la question de ces armes-là qui sont géolocalisables. Passez les nouvelles commandes avec la Russie. Commencez d'abord par regarder tous les véhicules, les blindés là. Enlevez tous les systèmes GPS dedans. C'est avec ça qu'on arrive à localiser les soldats du Niger. C'est en cela que les terroristes, chaque fois, parce que regardez aujourd'hui ce qui se fait. Au Niger par rapport au Mali, au Burkina. Le Mali, la situation a changé. Je ne dis pas que c'est comme ça, mais nous, en même temps, nous disons à la population, au niveau de Bamako, de rester vigilant. Parce que ce que nous avons vu avant-hier au Niger doit interpeller et Bobo Dioulasso, et Ouagadougou, et Bamako, et toutes les grandes villes. Pour dire qu'attention, on ne peut jamais faire suffisamment. Et quand moi je vois un petit blanc dans mon quartier, je commence à poser beaucoup de questions. Je dis, hey, faites enquête sur le gars là. Je commence à interpeller les gens. Si on dit, ah non, Keïta, lui là, le vieux père, il est là il y a longtemps. Je dis, hey, il n'y a pas fait de longtemps dedans. Surveillez tout le monde. Vous voyez, c'est pas intéressant. Dites-moi, moi j'appelle tout de suite les autorités. J'ai leur numéro. C'est la même chose qu'on doit faire au Burkina. C'est la même chose qu'on doit faire dans toutes les grandes villes de nos 3 pays. Mais est-ce que nous sommes les seuls pays dans le Sahel? Non, le Tchad est là. La Mauritanie est là. Pourquoi c'est nous qui sommes dans le viseur? Parce que la France n'accepte pas que ces 3 pays-là prennent leur envol. Mais attention, je vais vous faire écouter des propos d'Abdoulaye Diop. Je vous en prie à cause de Dieu. Si vous n'avez pas compris ce qu'Abdoulaye Diop a dit, posez des questions. Je vais décortiquer. Les endroits que vous n'avez pas compris, posez. Parce qu'Abdoulaye Diop, je vais vous laisser écouter Abdoulaye Diop pendant 5 minutes. À cause de Dieu, écoutez. Mais d'ici là,
Je demande au général Tiani de commencer à vérifier toutes les armes s'il n'y a pas de système. Et il y a des systèmes, ce qui explique la récurrence des attaques contre les positions des forces armées du Niger. Il y a des systèmes dans ces armes qui permettent d'être localisées. Même si vous avez une arme qui est comme ça, pas de publicité, bon ben, juste un truc comme ça, il y a forcément un système. Même la peinture qu'on utilise sur les armes, les peintures là, comportent des données. Les balles qu'on vous donne, les balles contiennent des données. Les munitions contiennent des données. Les obus contiennent des données. Les véhicules contiennent des données. Il y a des cerveaux dans les véhicules. Je vous en aujourd'hui, là, tous les véhicules qu'on construit, les véhicules ont une boîte noire, un cerveau. Tous les véhicules aujourd'hui. Ne me dites pas que les véhicules de l'armée du Niger n'ont pas de cerveau, n'ont pas de boîte noire. Mais qui a donné ces véhicules-là? C'est la France, c'est l'Union européenne, c'est les États-Unis. Et ils ont le contrôle de ces données. À cause de Dieu, faites monter mon intervention à la primature chez le Premier ministre Zen et chez le président Tiani. Si vous avez des gens, que vous connaissez les gens au Niger, parce qu'au Burkina, au Mali, on a compris. Je sais que le président Assimi Goïta, certainement, en a parlé avec le général. Mais nous disons pour que la population du Niger soit aussi informée. Parce que les rencontres entre le président Goïta et le général Tiani, ça reste dans le cadre confidentiel. Mais aujourd'hui, nous sortons. Nous ne pouvons pas tout dire parce que nous ne sommes pas là-bas. Mais la petite chose que notre petit esprit permet de comprendre, on le partage avec vous. Pour vous dire que les armes aujourd'hui, les armes au Niger aujourd'hui contiennent des données que la France utilise et exploite. Parce que la France s'attend à ce que l'armée du Niger se déploie par exemple au Mali, aux côtés des FAMA. Mais tout de suite, on connaîtra le déplacement des FAMA aux côtés des forces armées du Mali. Donc, nous voulons une armée conjointe, mais nous voulons dire, je souhaite que le président Koïta, avec tout le respect qu'il a pour son grand frère, qu'ils échangent sur ce point-là, parce que si les trois armées doivent travailler au sein d'un état-major intégré, les armes qu'on doit utiliser ne doivent pas être des armes ni des États-Unis, ni de l'Union européenne, encore moins de la France. Il faut que ces armes-là viennent d'autres pays. Des pays qu'on qualifie de non-alignés. C'est-à-dire la Russie ou la Chine, la Turquie ou l'Iran, qui sont aussi de très grands producteurs d'armes et des armes sophistiquées. On a vu tout récemment le PDG de l'usine Baïkar, hein, et la société qui construit les drones. Ils se sont déplacés pour venir voir. Ils sont venus, ils ont été invités au Mali. Assimi les a appelés pour les féliciter parce que les drones, ces derniers jours-là, on a vu l'efficacité des drones Baïkar. Ce que j'avais toujours dit. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Vous vous rappelez que j'avais même interpellé Fatoumata Batouli, notre marraine. Je lui avais même demandé d'acheter un drone de surveillance pour l'armée. Parce que les drones ont été utilisés aujourd'hui. Les drones frappent et frappent. Et aujourd'hui, là, à cause de nos drones, la peur a changé de camp. Ils sont devenus tous des menteurs. La bornée des premiers ministres vient mentir devant le Sénat. La mère de coloniale, elle aussi, elle sort avec son visage chiffonné. Elle sort, elle raconte sa vie de misère. Et toutes ces femmes-là, quand vous les regardez, là, elles n'ont même pas de progéniture sur qui même tu peux compter. Tu regardes même là. C'est-à-dire qu'à part elles, là, il n'y a pas de générations qui vont les suivre. Macron, il n'est pas bête. Il est vraiment idiot dans la perfection maléfique. Maintenant, Cornebeuf, lui, il sort. Il dit, non, ne vous en faites pas, messieurs les sénateurs. Ils vont regretter notre départ. Hein? Le Mali sera coupé tout de suite. Non, messieurs les sénateurs, ils vont regretter notre départ. Allah, comment on peut haïr jusqu'à ce point?
Comment on peut détester jusqu'à ce point? Mais vous, vous dites pour vous, dans vos petites têtes égarées pervers, nous aussi, nous disons, avec l'éternel Allah subhanahu wa ta'ala, nous aussi, on vous attend au tournant. Mais, je vous en prie, on va revenir ici, et puis on va écouter. On va écouter le grand ministre. Je vous en prie, écoutons Abdoulaye. Tous les panélistes pour la qualité des interventions. Je voudrais juste qu'on puisse élargir le débat sur 2 ou 3 points. D'abord, je crois que dans la définition même de la transition, je vous trouve très restrictif. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que les transitions sont des régimes d'exception qui sont consécutifs à des changements non électifs. Écoutez bien. Il faut même ajouter la question de tripatouillage Écoutons, de la Constitution. Écoutons bien. Si on prend cette définition, ça veut dire que même la Libye, il y a eu un renversement par des puissances étrangères. Donc même la Libye est en transition depuis. Wow. On n'avait jamais entendu ça. Quelle audace. Quelle vision. Quelle intelligence. Donc la Libye est en transition. Waouh. Qui a provoqué cette transition? Qui a provoqué la transition en Libye? Qui est à l'origine de l'assassinat? Nous avons des transitions chez nous, mais le président Ibrahim Baka Keïta, paix à son âme, n'est pas mort par la faute d'Assimi Goïta. Il a vécu après le coup, il a été emporté par la maladie, qu'il repose en paix. Le capitaine Traoré, comment il s'appelle l'autre là? Oh là là. Henri, il vit encore, non? Il est au Bénin. Hein, il est au Bénin, au Togo. Henri au Togo. Taboré, il est au Burkina. Ils ne sont pas morts. Mais les changements anticonstitutionnels, comme ils le disent, on n'a pas tué de Burkinabé, on n'a pas détruit Ouagadougou, on n'a pas détruit Bobo Dioulasso, on n'a pas détruit Niamey, on n'a pas détruit Bamako. Mais pourtant, les donneurs de leçons, ceux qui connaissent le droit de l'homme, ceux qui se battent pour la démocratie, ils ont détruit la Libye, ils ont tué Muammar Kadhafi, mais nous n'avons rien tué, mais ils sont contre nous. Ah Allah! Voilà, ça c'est pas moi, c'est Abdoulaye Diop. Mais est-ce que ce qu'il a dit est faux entre nous? Est-ce que ce qu'il a dit est faux? Je vous ai dit une chose. La technologie de l'information permet aujourd'hui d'avoir un niveau d'information très élevé. Le débat que nous faisons ici, l'information que nous vous donnons sans filtre, sans hypocrisie diplomatique, vous n'allez pas l'entendre sur un plateau de télévision acquis à la cause des menteurs, des marmailleurs et des criminels. Écoutons encore Abdoulaye Diop. Et qui nous ramène à la problématique des ingérences extérieures. Parce que les coups d'État ne sont pas faits seulement que par des militaires. En Afrique. Donc il y a d'autres qui sont venus faire des coups d'État dans nos pays. Et jusqu'à présent, la Libye est en transition. Wow. Deuxième point. Oui, je suis d'accord avec notre sœur de l'AISS sur la question que les transitions peuvent aussi présenter des opportunités. Le cas du Mali est là. Aujourd'hui, nous avons pu modifier et avoir une nouvelle constitution depuis 20 ans. Ça n'a pas été réussi. Les avantages de la transition au Mali. On aura deux centrales nucléaires, le nucléaire civil. Aucun gouvernement civil soi-disant élu démocratiquement en Afrique noire, francophone, ne pouvait jamais, n'allait jamais, ne fera jamais ce que Assimi Goïta, le capitaine, et Tiani sont en train de faire.
le nucléaire civil. Jusqu'à la mort d'Alassane Ouattara, il ne va jamais rêver à ça. Sinon, le lendemain, Macron va le liquider. Macky Sall, pareil. Patrice Talon, pareil. Qui d'autre? Il faut des transitions militaires pour oser ce que les civils ne peuvent pas. Donc, on aura le nucléaire civil chez nous. Ce n'est pas tout. Le Mali aura bientôt son propre satellite. Vous avez entendu, ce n'est pas tout. Vous avez vu aussi que Keïta s'est battu depuis un moment par rapport à Air Mali. Je n'en ai pas parlé parce qu'il y a d'autres personnes qui ont abordé le sujet. Quand vous vous battez pour une cause et que la cause est entendue, laissez les autres parler pour vous. C'est pourquoi je n'ai pas parlé de la compagnie aérienne qui aussi est en gestation au niveau du Mali. Alors, quand on se retrouve dans une dynamique pareille, on ne peut que glorifier et magnifier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on aura non seulement notre compagnie aérienne, que Air France, avec la complicité des enfants égarés, vendus, criminels du Mali, ont fait couler Air Mali. Mais Air Mali va renaître de ses cendres. Grâce à qui? À la transition d'Assimi Goïta, de Choguel Kokala Maïga et des autres membres du gouvernement ainsi que de nous tous. Mais j'en ai parlé. J'en ai longuement parlé. Je me suis battu pour ça. Aujourd'hui, nous allons avoir un satellite. Nous allons avoir notre compagnie aérienne. Un satellite, ça veut dire beaucoup de choses. Nous allons nous-mêmes contrôler notre communication. En d'autres termes, si on a notre satellite, bye bye Orange Mali. Bye bye la compagnie étrangère. Nous-mêmes, notre satellite va servir à gérer notre communication en interne. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'Assimi est en train de faire pour le Mali? Ce que le capitaine Traoré est en train de faire pour le Burkina. Et bien sûr, le général va suivre ses deux jeunes frères. Voilà les avantages de la transition. Ce n'est pas seulement le changement de la constitution, mais c'est tous ces éléments que je viens de vous citer. Est-ce qu'un président démocratiquement élu serait capable de faire ça? Une compagnie aérienne, Air France n'a qu'à prendre le téléphone, Macron met la pression, ça va tomber. Vous croyez que IBK ne voulait pas faire ça? Vous croyez que ATT ne voulait pas faire ça? Vous croyez que Alpha Oumar Konaré, c'est des gens qui n'ont pas, ils ne pouvaient pas, parce qu'ils avaient les mains liées. Mais nous avons brisé les chaînes de la captivité. Vous avez entendu Awa Diabaté. Djonia Bana. On aura notre compagnie aérienne, notre satellite, on aura notre nucléaire civil, Djonia Bana, on aura notre argent. Comment avoir notre propre satellite et puis rester dans le CFA? Est-ce que, quand on réfléchit comme ça, est-ce que Assimi a besoin de nous dire, il va sortir du CFA? Tout Malien doit savoir qu'on va sortir du CFA. Avec notre monnaie, rester dans le CFA. Avec notre compagnie aérienne, rester dans le CFA, dans le nucléaire civil, rester dans le CFA, avoir un satellite, rester dans le CFA. Depuis quand vous avez vu ça, comment cela peut marcher? Ça ne pourra jamais marcher. Ça n'ira nulle part. Donc forcément, les trois États vont décider soit avoir une monnaie commune, où chacun va créer sa monnaie, mais le plus intéressant serait que les trois aient une monnaie commune. Parce que les trois ressources de ces trois pays-là, mis ensemble, subhanallah, même le dollar va se chercher à côté de nous. Je ne parle pas de l'euro, je dis même le dollar va se chercher à côté de nous. Et puis avoir une puissance de feu jamais égalée. On sera respecté et craint. On va continuer d'écouter Abdoulaye. Pas que les régimes précédents n'avaient peut-être pas, c'était pas opportun, mais il y a eu plusieurs facteurs qui n'ont pas permis. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et vous mettez aussi l'accent sur le contenu, la teneur des processus de transition, un peu moins peut-être juste sur la durée qui peut être liée aussi à certains facteurs comme les questions sécuritaires au niveau du Mali, qui me semble être important. Mais aussi, le Mali, la Guinée, le Niger ou le Burkina, c'est pas les transitions les plus longues. Hein. Il y a d'autres pays. Il y a un pays qui est en transition depuis 2019. Personne n'en parle. Quelqu'un a parlé hier, effectivement, il y a des transitions qui sont, entre guillemets, venimeuses. Et c'est celles qui irritent tout le monde. Mais il y a des pays en transition qui ont fini en guerre civile. Et personne n'en parle.
Donc, je crois qu'il faut vraiment élargir ça, c'est la Côte d'Ivoire. Le débat quand vous parlez de ce type de questions et ne pas vous focaliser sur les transitions qu'on aime et celles qu'on n'aime pas. Wow. Le Sahel aussi, vous avez dit qu'on a extrait le Sahel. Non, c'est dans votre définition, parce que dans la définition de l'Union africaine, le Sahel... Mais est-ce que vous voyez comment Abdoulaye est en train de donner un cours politique, un cours géopolitique, un cours de compréhension, un cours qui permet à l'esprit étriqué de s'ouvrir pour comprendre, de s'ouvrir pour contempler. Abdoulaye ici est en train de donner un cours aux panélistes. Voilà comment les gens sont en train de pervertir le concept de transition dans nos États. Mais personne n'a jamais parlé de la transition en Libye. La guerre qui a occasionné cette transition. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. Mais qui est à l'origine? C'est l'OTAN, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors comme c'est eux, on fait croire que ce n'est pas une transition. Comme c'est eux, attendez là, allons-y. Irak, c'est ça, Irak. En Irak, ils sont toujours en transition en Irak. Ils n'ont pas encore fini. Mais on veut faire croire, non, 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 Assimi a fait un coup, il ne peut pas se présenter. Maudia, 1000 fois Maudia. Le général Assisi, en Égypte, c'est pas lui qui a descendu Mohamed Morsi, les frères musulmans là. Qui a fait coup d'État? C'est pas la bénédiction des États-Unis, il a fait le coup d'État. Mais regardez, les mêmes Américains, après l'élection de Morsi, Morsi a pris le pouvoir, il a organisé l'élection, il est devenu candidat, c'est pas ça? Il a matraqué les gens. Ils ont pris le pouvoir avec les islamistes. Les Américains sont... Est-ce que les Américains ne sont pas de retour aujourd'hui en Égypte? Les Américains sont de retour en Égypte. Donc c'est pourquoi je disais aux gens au Niger, là, hey, laissez les Américains, là, on se connaît. Les Américains savent ce qu'ils gagnent avec le Niger. Et les Américains sont capables de doubler tout le monde, aller s'entendre avec le Niger. On vous l'a dit, on le maintient ce qu'on a dit. Alors donc, réfléchissons un tout petit peu. Morsi fait un coup d'État. Après une élection en bonne et due forme, le président Morsi, l'autre là, j'ai dit le général Al-Sisi, pardon, j'ai dit Morsi, c'est le frère musulman, qui était le dernier recours. Donc, Al-Sisi fait son coup d'État, il arrête, je crois même le gars il est mort en prison. On l'arrête, on le met en prison. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait de mal. Parce qu'il a commencé à parler, on a dit que ça c'est un allié de l'Iran. Effectivement, c'est l'Iran qui a financé sa campagne. Il était allié à l'Iran. Donc, il y avait cette rivalité Iran-Arabie Saoudite. Donc, ils ont poussé Al-Sisi, il a fait le coup, il a levé le gars, et puis il a fait élection. Lui-même, il s'est présenté, il a gagné. Maintenant, moi, je veux savoir, si on a fait ça en Égypte, qui est en Afrique, qui est membre de l'Union africaine, est-ce que l'Union africaine a pour autant exclu l'Égypte parce que Al-Sisi est devenu candidat? Est-ce que les Nations Unies ont exclu l'Égypte parce que Al-Sisi est devenu candidat? Jamais. Jamais. Alors, pourquoi c'est Assimi qui ne serait pas candidat si le peuple le lui demande? Pourquoi Assimi ne serait pas candidat si telle est la volonté du peuple? Quelqu'un qui veut nous donner notre compagnie aérienne, quelqu'un qui veut nous revaloriser dans le transport ferroviaire, c'est pas ça? Train de marchandises, vous avez entendu la ministre, hein? Train voyageurs, train marchandises, le transport ferroviaire. On veut quoi encore? Compagnie aérienne, satellite, énergie nucléaire, médecine, agriculture. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Donc on n'a qu'à regarder et puis prendre le pays, donner à un voleur civil pour qu'il nous ramène en arrière. Ça n'arrivera pas, on ne le fera pas. Pourquoi on va faire ça? On va écouter encore le ministre. Du Sénégal à la Somalie. C'est le Sahel de certains qui constituent les 5 pays ou les 6 pays. Non, je crois qu'il faut aller un peu au-delà. Votre intervention comme celle de votre voisine de la gauche, je crois qu'il est extrêmement important de comprendre que vous n'avez pas mis l'accent sur les
les ingérences extérieures et l'instabilité que cela crée. Je crois que ça me semble être extrêmement important, y compris le soutien au terrorisme par des acteurs étatiques étrangers. Parce que dans beaucoup de nos pays, le terrorisme est fabriqué. Si on parle même du Moyen-Orient, le Hamas, si on prend Al-Qaïda, Daesh, la plupart de ces mouvements sont créés par des officines des services de renseignement étrangers, nous le savons. Donc ce n'est pas seulement que des acteurs étatiques, non étatiques, ce sont des acteurs non étatiques instrumentalisés souvent par des États. Même les rébellions dans nos pays, on sait, certains sont fomentés dans des officines, dans des services de renseignement, sur des plateaux de télévision. Donc il y a le rôle de ces forces extérieures qui sont là souvent pour créer l'instabilité. Le terrorisme, c'est une distraction. Parce que vous savez, on ne peut pas lutter contre le terrorisme si on ne sait pas qui est le terroriste, il vient d'où, qui le finance, quelles sont les motivations. Pourquoi on veut nous distraire? Il y a une compétition souvent pour des positions géostratégiques ou pour le contrôle de nos ressources. Donc, il ne faut pas qu'on nous distraie pour dire que bon, c'est djihadiste et tout ça. Il ne faut pas mettre l'accent. Non, ce sont des terroristes. Point final. Donc moi je crois que ça c'est important. Mais de dire aussi que les terroristes sont proches de Bamako, c'est un échec, mais il y a aucun sanctuaire dans la lutte contre le terrorisme. C'est une guerre asymétrique qui fait frapper partout parce qu'un seul individu peut déstabiliser un État. Il y a eu des attentats à Washington, à New York, à Paris, à Londres. Est-ce que vous avez parlé de la faillite de ces États? Non. Donc moi je crois que aussi il faut vraiment essayer de tempérer le ton. Nous faisons une lutte, nous nous battons, nous faisons des sacrifices. Mais quand Washington est bombardé, personne n'a dit que les États-Unis ont échoué. Merci. Nous disons merci infiniment au ministre Diop qui vient de donner une leçon. Oh là là, donnez-moi une seconde, je vous en prie. Il y a Gaussou qui est arrivé là. Une seconde s'il vous plaît. Daniel. Alors donc, merci infiniment. Merci pour votre indulgence. Il y a Gaussou qui était allé à l'anniversaire de sa cousine là, il vient d'arriver. Alors lui, quand il arrive, vous connaissez sa façon de faire les choses, il veut signaler forcément son entrée. Alors donc, voilà la situation que présente le ministre Diop. Ce n'est pas une situation en tant que telle. La vérité qu'on refuse, quand on attaque un peu le Mali, l'État est défaillant, l'État a échoué, l'État est ceci, l'État est cela. On nous accuse de tout, mais quand on bombarde, tout récemment, on a bombardé en Belgique, je crois, c'est ça en Belgique, où le ministre a démissionné hier ou avant-hier, il y a eu 2 hommes qui ont été abattus par arme à feu. Mais si c'était à Bamako, imaginez ce qu'on allait dire. La presse française, les médias pro-occidentaux, regardez, vous allez voir un acharnement sur le Mali comme pas possible. Mais on a tué un maître. C'est vrai que je regrette la mort de cet enseignant-là, qui a été poignardé par son élève, un élève de l'école, qui l'a poignardé à mort. Ensuite, il y a eu des agressions. Ils ont tiré, il y a 2 personnes qui ont été tuées. Mais là, quand c'est chez eux, là, ils sont tellement supérieurs, ils sont tellement bons, ils sont tellement au-dessus de tout. Eux, non. Eux, ce sont des petits dieux à leur niveau. Ferme cette porte-là, arrête là, ça. Datou. Faut arrêter de te comporter comme chose, là. Comporte-toi correctement, ne fais pas tomber mon truc là-bas. Laisse ça, faut aller. Ferme la porte. Donc, vous voyez un peu, et là on nous accuse, on dit on a fait ça, on dit on est ceci, on nous accuse, on nous indexe, on dit on a fait ça, on a failli par-ci, on a failli par-là, mais l'autre côté on dit rien. Eux ils sont bons, ce sont les bons dieux,
ce sont des super êtres, des supranaturels, des gens qui ne font pas, même si c'est... Ah non, 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 et quand c'est chez eux, le narratif est bien choisi. La façon de présenter la situation, les mots sont bien choisis pour ne pas choquer l'opinion nationale chez eux, pour ne pas faire comprendre que leurs services de renseignement ont échoué. Pour amener, mais quand c'est chez nous, on donne une connotation péjorative, négative, pour présenter nos États comme des États défaillants, incapables. Et quand vous voyez encore des Africains qui se joignent à eux pour mener cette chose-là, moi je regarde ça, je dis c'est pas vrai. Il y a des Africains qui les accompagnent dans ça. Tel qu'il y a un maudit petit Ivoirien, c'était Vanga ou bien quoi là, un idiot. Ce gars-là même là, sa mort est égale à son existence. C'est-à-dire que c'est une malédiction même pour la Côte d'Ivoire et une malédiction pour sa propre famille. Parce que il ne mérite même pas cet homme-là même d'être appelé être humain. Il est aussi laid que le boubou qui est derrière moi là. Mais ça aussi, au moins c'est une description assez intéressante parce que là au moins c'est... Tu vois comment il est énervé, non? Ganga, mais Fanga, là, c'est comme ça il est. Je mets ça là pour qu'il y a des idiots qui se rappellent toujours ce qu'ils sont. Alors, on donne des connotations péjoratives, des interprétations péjoratives, des choses qu'on dit par-ci, par-là, qui ne tiennent même pas la route. C'est ça la réalité. Et c'est ça qui est décevant. C'est ça qui est malhonnête. Alors, nous disons infiniment merci à notre ministre Abdoulaye Diop pour avoir éclairé le continent, pour avoir éclairé Africains que nous sommes sur un certain nombre de points. Parce que quand vous allez, c'est ce qu'on demande à nos responsables. Quand vous allez vous participer à des débats, à des rencontres, à des colloques, quand vous allez, faites entendre la voix du pays. Parce que c'est l'argent du contribuable qui paye votre première classe pour aller participer à ces genres de rencontres. Et quand vous allez, ne soyez pas des spectateurs et ne vous mettez pas à dormir si comme vous étiez dans votre chambre d'hôtel. Allez et participez, faites entendre la voix de votre peuple. Et Abdoulaye Diop il a frappé haut et fort et la voix du Mali a été entendue. C'est de ça qu'on a besoin et c'est une fierté pour le Mali d'avoir un ministre des Affaires étrangères comme Abdoulaye Diop. C'est une fierté pour le Liptako Gourmand d'avoir une voix aussi élevée que celle d'Abdoulaye Diop. Nous sommes fiers, nous sommes contents, nous sommes heureux. Parce que c'est important pour nous. On ne peut pas rester là comme ça et puis toujours aller participer à des colloques, à des rencontres. On va comme des spectateurs, on se met à ronfler, on dort et puis on rentre. Ah oui, ça a été bien, on a dit, mais ça a été bien, tu as dit qu'on t'a vu en train de dormir dans ton fauteuil, comme on le voit très souvent dans ces genres de rencontres. Mais Abdoulaye Diop a fait entendre la voix du Mali. Et c'est tout à son honneur et au nom du peuple du Mali, au nom du peuple du Liptako Gourmand, l'Alliance des États du Sahel. Oui, effectivement, aujourd'hui c'était l'actualité brûlante. On a beaucoup à dire sur ce qui est les derniers développements au niveau de Kidal. Mais je sais que vous êtes impatients, je sais que vous voulez, mais ce n'est pas en un jour qu'on peut tout faire. Nous allons faire le maximum pour que, Inch'Allah, demain est un autre jour. On pourra demain parler de cette situation au niveau de Kidal. Nous allons développer en long et en large. Vous apporter des informations par rapport au contingent tchadien qui a raconté sa petite vie misérable tout récemment et qui s'est ressaisi parce qu'ils disaient que eux ne veulent pas partir pour laisser leur arsenal de guerre entre les mains des terroristes. Mais nous n'avons jamais demandé à un pays de nous donner un arsenal de guerre ou de laisser, au contraire, c'est
c'est la MINUSMA qui nous a trahis. C'est la MINUSMA qui nous a trahis. Et il y a beaucoup de choses à dire sur la MINUSMA. Donc nous allons, avec l'aide de Dieu, nous allons développer cela, nous allons parler de cela, nous allons évoquer cela, parce que c'est important. Mais, comme on dit souvent, on ne saurait partir, on ne saurait se quitter sans pour autant, n'est-ce pas, faire un petit clin d'œil à notre natureux thérapeute, le grand Souleymane Sanogo, l'homme de Damsa. On va l'écouter et ensuite revenir pour décortiquer en français et puis en même temps avoir une pensée positive à l'endroit de notre ravissante et charmante Fatmata Batulinian. Mais d'ici là, on va d'abord écouter. Fura in ka ɲi kosɛbɛ. Fura in tɔgɔ de ko Damsa. Kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na, n lafiyara. Ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta. K'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ bɛ filɛ i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma e ti fili o ma. Ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye. A ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san. Musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. Nka a dar'a la don kelen a ye bidɔn 1 san. O kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. Sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ Ala ni den in furakɛli kama. Ala barika la bi n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw sera ka papier ta k'a di an ma n'an k'a ma ko carte professionnelle o ti kɛ gansan ni ko ma kɛ ko ti dɔn. Fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama k'a bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo. Damsa fura lakika don. O kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara Damsa ko in kan ni Ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Kole ne ko anw ma minnu yɔrɔ ka ca sɛnɛfɔkɛ a ka telefɔni numéro bɛ sɔrɔ. Mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa min ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu Palafantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa ma la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yir'i la. Alors, c'était le message de M. Souleymane Sanogo, naturothérapeute, à l'endroit de tous ceux qui ont des soucis de santé, quels que soient vos problèmes de santé, quelles que soient les difficultés auxquelles vous faites face. C'est vrai que ça fait des années, vous traitez la médecine moderne, la médecine traditionnelle, vous utilisez très souvent, c'est ce qu'on dit, j'ai tellement utilisé les médicaments Keïta que je ne fais plus confiance aux gens. C'est vrai, c'est vrai. On peut tâtonner jusqu'à ce qu'on trouve sur le bon produit. Et ce monsieur, il est doué dans ce domaine. Ce monsieur, il maîtrise les plantes. Il guérit par les plantes, sans artifice, sans ingrédients chimiques, sans drogue, ni rien. C'est du 100% bio, c'est du 100% naturel. Il guérit par les plantes, quel que soit votre état de santé, quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Ça peut être, comme on le dit souvent, la maladie de Parkinson, ça peut être des problèmes neuromusculaires, ça peut être la drépanocytose, ça peut être l'arthrose, ça peut être des problèmes de vision, troubles de vision, ça peut être encore des problèmes d'insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, ça peut être des cancers, ça peut être des trompes qui sont bouchées, l'ovulation difficile, ça peut être les spermatozoïdes soit qui sont lents, soit qui sont inexistants, soit qui ne sont pas à la hauteur. Les problèmes sont énormes. On ne peut pas se mettre à énumérer toutes les maladies ou les pathologies cliniques. Mais c'est vous qui connaissez votre corps, c'est vous qui savez ce qui se passe dans votre corps, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Si vous avez besoin de nous contacter, je donne mon contact, c'est le 72, évidemment l'indicatif c'est le 223, 72 77 47 88, je répète, indicatif 223, 72 77 47 88. Si vous êtes intéressé, ou bien vous pouvez même dire, d'accord, je vais mettre Keïta au défi.
Que vous soyez malade, que vous ne soyez pas malade, on a un produit qui est très efficace, c'est le numéro 12. Le numéro 12, par exemple, il nettoie le sang et il vous met à un top niveau. Non seulement il nettoie le sang, il rajeunit, restaure les cellules défaillantes, les cellules malades, les cellules cancéreuses, il les combat. Il donne je peux dire, une nouvelle vie à votre organisme. Et ce produit-là, c'est le 12. Parmi tous les produits, hein, il a à peu près 15, hein, les gammes de produits à peu près 15. Mais le 12, c'est l'un des meilleurs produits qui soigne pratiquement tout et qui vous guérit. Lui, il s'attaque particulièrement au sang pour nettoyer le sang et débarrasser le sang des parasites, des microbes et des infections. Donc ce monsieur, il est bon. C'est vrai, il y a des produits quand vous prenez, vous avez l'impression, il y a quoi? Je suis en train de travailler là. Donc, voilà ça qui est là. Donc, il y a, les produits qu'on vous propose, il y en a dont la consommation est un peu, on dit, oh, c'est qui est assez amer. Oui, c'est vrai, ça semble amer. Mais on ne vous dira jamais de mélanger le produit avec du miel ou avec de l'eau. Vous le buvez naturel. C'est vrai que moi-même, j'en ai bu. Mais je vous jure que ce n'était pas facile. Le premier jour, ça m'a fatigué. Mais après, je me suis habitué. Donc, je le bois aujourd'hui sans gêne. Je le bois régulièrement. Et quand vous le buvez, franchement, ça vous nettoie, ça vous corrige. Et les erreurs qui sont dans le sang, les dysfonctionnements, ça les corrige et ça vous met franchement à un niveau beaucoup plus élevé, à un niveau vraiment, je ne pourrais pas dire au top de votre forme. Donc, si vous êtes intéressé par le produit de M. Suleiman Sanogo, vous me laissez un message dans ma boîte WhatsApp, message écrit ou message vocal, vous expliquez ce dont vous avez besoin, ce qui vous amène à vouloir peut-être demander le traitement par le DAMSA. Vous nous expliquez, on vous donne les différents prix avec évidemment les frais de livraison par DHL ou FedEx. Quelle que soit la partie du monde où vous êtes, on est capable de vous accompagner. Ferme la porte là, ferme la porte, ferme la porte. Alors donc, c'est important, il faut le comprendre, c'est dans cet esprit-là que nous venons vers vous pour vous encourager à faire confiance à M. Suleiman Sanogo. Alors, on ne peut pas aussi partir comme ça et puis oublier notre marraine, cette grande dame, Fatmata Bathily Niang. Cette dame qui aujourd'hui est dans le cœur des Maliens. De par ses actions, de par ses œuvres sociales, aujourd'hui, c'est une dame qui est connue. C'est un visage qui est connu. Et nous disons infiniment merci au mouvement Ambico de Fatmata Bathily Niang pour tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a entrepris, tout ce qu'elle continue de faire pour non seulement la jeunesse de ce pays, les enfants de ce pays, les femmes de ce pays, les déshérités, les orphelins, ceux qui sont économiquement faibles. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Les gens qui demandent son aide parce que malades, ils ont été à l'hôpital, ils ont dépensé tellement d'argent qu'ils ne sont plus en mesure de continuer leur traitement. Elle vient épauler ces personnes-là pour continuer à suivre ou à bénéficier des traitements dont ils ont besoin. Les jeunes filles qui sont sans emploi, celles qui ne sont pas allées à l'école ou celles qui ont arrêté l'école très tôt, mais qui souhaiteraient se prendre en charge, qui n'ont aucune qualification. Elle organise des séances de formation pour que ces jeunes filles-là puissent demain pouvoir se défendre. Après les séances de formation, elle met les équipements à leur disposition et elle les accompagne avec un fonds de soutien pour l'entrepreneuriat féminin. Elle aide ces jeunes filles. Elle aide ces femmes. C'est pas seulement des jeunes filles, les femmes au foyer.
Les gens sont dans le besoin. Dans les villages, elle fait tout pour créer les conditions d'une vie agréable. Parce qu'au village, arrêtons de nous leurrer la face, au village c'est compliqué. Question d'adduction d'eau, les femmes elles quittent au champ, il faut piler. Je ne sais pas si c'est le mil, si c'est le maïs, en tout cas ce qui doit être pilé, il faut le piler, parce qu'il n'y a pas de machine pour broyer. Ensuite, il faut aller chercher l'eau à des kilomètres. Alors Fatoumata Batulel dit, mais écoute, on peut aider ces femmes-là qui viennent du champ. Il faut leur donner des broyeuses. Il faut faire des systèmes de forage et installer des mini-châteaux. Et c'est ce qu'elle a fait dans pratiquement tous les villages aujourd'hui. En plus de ce que le président Assimi Goïta il fait lui-même, elle aussi, elle est dans le système de forage. Elle a son équipe à elle qui installe des mini-châteaux dans les villages au Mali. Elle donne aussi à ces communautés-là des broyeuses pour permettre à ces gens-là, après les travaux champêtres, au lieu de faire encore des kilomètres pour dire qu'il faut aller piler, elle leur permet tout simplement, avec ces machines-là, de pouvoir utiliser ces machines-là et piler ce qu'il y a lieu de piler. Donc, je suis en train de parler. Donc, je dis je parle. Donc, c'est important. Il faut qu'on accompagne, il faut qu'on encourage cette femme-là. C'est pourquoi on a une façon de le faire. Moi, j'ai une façon de le faire. C'est de demander à tous les Maliens. Elle a 2 produits que je connais, sinon elle en a plusieurs, c'est une femme d'affaires. Moi, je connais seulement 2. Le thé, tous les bonbons et la boisson